Au secours! On est en train de geler. La voix n'était qu'un chuchotement à travers la tempête de neige. Alice Brooks, une grand-mère noire de 68 ans, les aperçut dispersés le long de la route 46, 9 hommes massifs portant des gilets des Hells Angels, les écussons de la tête de mort dans le dos, des motos renversées dans la neige, tous en train de mourir de froid. Elle n'avait rien, une maison en ruine, un compte en banque quasiment vide. Elle n'était personne. Pourtant, elle les chargea dans sa voiture, fit 3 allers-retours à travers la pire tempête que le Montana ait connue depuis 50 ans, ramena les 9 étrangers dans sa petite maison et leur sauva la vie. Le lendemain matin, ils revinrent frapper à sa porte. Ce qu'ils firent et ce qu'ils lui dirent fit éclater Alice en sanglots. Ces motards n'étaient pas ceux qu'elle croyait, et l'un d'eux la cherchait depuis 40 ans, ce matin-là avait commencé comme tous les matins depuis 3 ans. Alice se tenait dans sa cuisine, regardant le thermostat, 14 degrés Celsius. La maison ressemblait à un frigidaire, mais elle ne pouvait pas monter le chauffage, pas si elle voulait pouvoir manger. Elle faisait les mêmes calculs chaque jour, sécurité sociale $1243 à mois, taxes foncières $430 tous les 3 mois, charges divers $180, médicaments $95 même avec l'assurance, courses ce qui reste. Ce qui n'est pas grand-chose. Elle resserra le vieux flanel de Jérôme autour de ses épaules. Jérôme était parti depuis 3 ans de crise cardiaque au magasin de bricolage. La maison paraissait vide et froide, elle prépara un bol d'avoine individuel, compta ses médicaments hypertension, diabète, cholestérol. Le pharmacien lui avait expliqué comment les couper en 2 pour les faire durer. Pas sûr, mais nécessaire. Ses mains arthritiques tremblaient en découpant les petites pilules. Jérôme disait toujours, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on a assez pour partager. Elle regarda le bocal de pièces près de la porte, presque plein de peut-être $22, assez pour acheter des barres de céréales pour les enfants de l'école. Malgré tout, Alice faisait du bénévolat 2 fois par semaine à l'école élémentaire Bent Creek, elle lisait aux élèves de CP, voyait leurs visages s'illuminer, remarquait quels enfants avaient faim ou portaient les mêmes vêtements depuis des jours, qui demandaient à emporter l'encas de la bibliothèque chez eux. Elle avait passé 35 ans dans les cantines scolaires, elle savait reconnaître la faim. Le bocal restait. Quand il était plein, elle achetait des snacks et les glissait dans des cartables. Parfois. Une barre de céréales faisait office de dîner, elle consulta sa montre, 16h45. Sa mission de bénévole était terminée, il fallait qu'elle rentre. La petite télé montrait un présentateur inquiet, alerte tempête de neige pour le nord-ouest du Montana, blizzard attendu à partir de 18h, fermeture de route probable. La neige tombait déjà plus fort que prévu. Sa Buick Le Sabre de 1998 était au parking de l'épicerie 228 000 miles, voyant moteur allumé depuis 3 mois, le garagiste avait annoncé $800 de réparation qu'elle n'avait pas. 12 000 pour rentrer, sur la route 46, sinueuse et rarement déneigée. Elle chargea ses courses en promotion et cuisses de poulet. Pain rassis du jour, légumes en conserve et tourna la clé. Le moteur toussa, calva, repartit au 2e essai. Allez, ma vieille, murmura-t-elle, la visibilité chuta. Le chauffage de la Buick fonctionnait à peine, l'air froid s'infiltrait par les joints usés. Elle roulait à 25-30 km/h. Les maisons aux lumières chaudes semblaient se moquer d'elle. La route 46 serpente à travers les montagnes, pas de lampadaires, pas de glissières de sécurité à certains endroits, juste des arbres et l'obscurité. Elle pria, « Seigneur, ramène-moi à la maison. » Au point kilométrique 32, des phares illuminèrent quelque chose de sombre sur la route. Au début elle pensa à un cerf, puis vit la bande réfléchissante sur du cuir et une main levée. Alice freina d'un coup, la Buick dérapa et s'arrêta. Pas de signal téléphone, ce tronçon était une zone blanche. Le vent la frappa comme un poing quand elle ouvrit la portière. Une trentaine de mètres plus loin, 9 hommes en gilet de cuir aux couleurs des Hells Angels, leurs motos éparpillées comme des jouets. La glace noire luisait. Ils avaient dérapé sur une plaque et étaient tombés lourdement, la peur la saisit. Tout le monde connaissait les Hells Angels mais leur visage racontait autre chose, lèvres bleues. Frissons violents, et certains ne frissonnaient plus du tout. Un homme, appuyé contre la rambarde, tenta de faire signe, lèvres bleues, corps tremblant. Alice se précipita vers lui. « Monsieur, monsieur, vous m'entendez ?» Ses yeux se focalisèrent à peine. « Madame, partez. » Elle regarda les autres, 2 ne frissonnaient plus, hypothermie de stade 3. Elle avait vu des vidéos de formation au travail à la cantine, comment repérer une urgence médicale. Ces hommes étaient en train de mourir, elle en compta 9.
Sa voiture avait 5 places, sa maison était à 8 miles en arrière, l'hôpital le plus proche se trouvait à 35 miles devant, elle n'y arriverait jamais. Les laisser signifiaient qu'il mourrait dans l'heure. Elle remarqua un petit écusson sous l'emblème des Hells Angels ou autre chose. Est-ce que vous pouvez marcher? L'un d'entre vous peut-il marcher? 4 remuèrent, 2 levèrent la tête. Alice prit une décision qui lui sembla folle mais inévitable. Sa voix, habituée à maîtriser les bousculades des cantines scolaires, perça la tempête. Je prends les 4 plus forts d'abord. On y va maintenant. Je reviens pour les autres. L'homme contre la rambarde tenta de refuser. On ne laisse pas nos frères. Mais Alice attrapa son bras. Je n'enterre pas 9 hommes ce soir parce que vous êtes trop têtu pour accepter de l'aide. Bougez, son autorité perça la confusion hypothermique. Elle traîna à moitié, porta à moitié le premier homme énorme, au moins 110 kg, son vieux mal de dos se réveillant. Elle le poussa sur le siège passager, mit la chaleur à fond, et retourna vers les autres. 2 de plus à l'arrière, insérés dans l'espace de la console centrale, entassés comme des sardines mais vivants. Restez éveillés, ordonna-t-elle. Surveillez-vous. Si quelqu'un arrête de répondre, giflez-le. Compris. Des hochements de tête faibles. Le gilet d'un homme portait un écusson différent au support médical et elle le nota mentalement. Pourquoi aider, marmonna-t-il. Parce que c'est la bonne chose à faire. Fermez-la et restez en vie. Elle conduisit 8 miles vers la ville, la Buick glissant. L'homme sur le siège sentait le cuir, l'huile de moteur et la peur. Pour le maintenir éveillé et se calmer, elle lui demanda son nom. Danny, en route pour Missoula pour une tournée de jouets pour les enfants. Les Hells Angels organisent des collectes de jouets, avait-elle entendu dire. Peut-être n'étaient-ils pas les criminels dangereux que tout le monde imaginait. Bon, Danny, tu vas vivre pour livrer ces jouets, dit-elle. Il hocha la tête. Elle s'engagea dans son allée à 19h11, 5 autres hommes étaient encore en train de mourir sur la route. Le deuxième trajet fut pire, plus froid, la Buick à peine tiède, la tempête plus féroce. Elle pria pour les freins, pour le moteur, et pour la chance de les sauver. Au marqueur de mile 34, les 5 hommes étaient à peine visibles sous la neige, 2 ne bougeaient plus. Alice courut, secoua le premier homme inconscient au pouls faible, mais présent. 3 des 5 autres étaient assez conscients pour aider. Ensemble, ils soulevèrent les 2 plus mal en point. Un des hommes conscients, portant un patch médical, regarda Alice avec incrédulité. Vous êtes revenu, bien sûr. Vous croyez que j'allais vous laisser mourir ici? Vous pensez que je suis quel genre de personne? La plupart des gens auraient accéléré en voyant des Hells Angels. La plupart des gens se trompent, d'une manière ou d'une autre. Elle réussit à entasser 5 corps de plus dans la voiture, ils se chevauchaient, s'appuyaient les uns sur les autres, et la suspension de la Buick gémissait. Tommy, l'un de ceux qu'elle avait aidé, ne cessait de la fixer. Vous risquez tout. Alice conduisait plus lentement, le véhicule chargé à bloc. Je ne risque rien qui compte vraiment. Une vie vaut la peine d'être dépensée si cela permet à 9 autres de continuer à vivre. Tommy se tut, les yeux fixés sur elle dans le rétroviseur, comme s'il reconnaissait quelque chose. De retour chez elle à 19h44, le salon d'Alice ressemblait à un champ de bataille, 9 hommes à divers stades de rétablissement. Le premier groupe avait repris des forces. Danny, agissant avec une précision médicale, vérifiait les pouls et les voies respiratoires. « Madame, vous êtes incroyable, je suis juste épuisée », répondit Alice en installant les nouveaux venus. « Encore un voyage ?» ajouta-t-elle. Les yeux de Danny s'écarquillèrent. « Encore un homme reste là-bas. Votre ami près de la rambarde, c'est Jackson, notre président. » Danny tenta de la retenir. « Madame, vous tenez à peine debout, et vous, vous tenez à peine sur vos jambes. » « Je vais bien. » « Gardez-les en vie. » Le troisième trajet fut brutal. Chaque muscle la faisait souffrir, ses mains arthritiques agrippaient difficilement le volant. Mais un homme mourait sur la route 46, et elle était la seule à pouvoir le sauver. À 20h06, elle trouva Jax affaissé contre la rambarde, à moitié enseveli sous la neige. Son gilet était gelé. Non. Pas ce soir. Elle tomba à genoux près de lui, le secoua violemment. « Réveillez-vous. » Ses yeux s'ouvrirent à peine. « Vous » murmura-t-il. « Un ange, je suis la grand-mère de quelqu'un. » Maintenant, monté dans la voiture, il était immense, 1m90, 115 kg. Elle essaya de le soulever, échoua 2 fois. « Allez, Jérôme, aide-moi » murmura-t-elle. À la 3e tentative, Jax remua juste assez pour qu'elle puisse le tirer, centimètre par centimètre, jusqu'à la voiture. Lorsqu'elle parvint à le hisser dedans,
sa vision se brouillait de fatigue et de froid. Mais elle avait réussi 3 voyages, 9 hommes, tous vivants. Alice rentra une dernière fois, les mains tremblantes, la voiture dérapant 2 fois. À 20h19, elle se gara dans son allée. Les hommes se précipitèrent pour aider Jax, le vérifiant avec un soulagement visible. Alice s'effondra dans son fauteuil. Danny lui apporta de l'eau. « Madame, les secours arrivent peut-être dans 2 heures. » Autour d'elle, les hommes s'activaient efficacement vérifiant les constantes, distribuant des couvertures, bougeant avec une précision étonnante. Étrange pour des bikers, mais Alice était trop fatiguée pour s'interroger. Dans la cuisine, elle contempla sa marmite de soupe à la dinde, une seule marmite pour 9 hommes. Il faudrait que cela suffise. Elle servit de minuscules portions. Quand Jax prit son bol, ses mains tremblaient. « Pourquoi » demanda-t-il. « Parce que vous aviez besoin d'aide. C'est la seule raison qu'il faut, mais... » Les Hells Angels. Les gens devraient. Vous êtes humain. C'est tout ce qui compte. Les heures se confondirent. Alice fit du café, vérifia les engelures, donna toutes les couvertures qu'elle possédait. Tommy ne la quittait pas des yeux. Vers minuit, il murmura quelque chose à Danny. Tous deux la regardèrent, puis se regardèrent l'un l'autre. À 2 heures, les ambulanciers arrivèrent, hypothermie légère seulement. Aucune gelure. Vous avez sauvé 9 vies, lui dit l'un d'eux. Je ne suis qu'une grand-mère qui a fait de la soupe, répondit-elle. À 3 heures, les secours les autorisèrent à rester, la tempête était trop violente. Les bikers s'endormirent là où ils purent. Alice somnola 1h30, le matin se leva clair et calme. La tempête était passée. Elle trouva les 9 hommes éveillés, lavés, préparant le petit déjeuner dans sa cuisine. Jax la salua doucement. « Madame Brox, bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons préparé le petit déjeuner, c'est la moindre des choses. » Elle s'assit, stupéfaite. 9 Hells Angels lui servant le petit déjeuner. Le ton de Jax devint grave. « Avant de partir, nous devons vous dire quelque chose. Vous avez sauvé 9 vies la nuit dernière et des hommes que la plupart auraient ignorés. Vous avez tout risqué. Nous vous avons dit que nous faisions une toy run, c'est vrai, mais pas toute la vérité. » Danny s'avança, ouvrant son gilet pour révéler un t-shirt à emblème médical. « Je suis infirmier diplômé à l'hôpital Saint-Patrick, à Missoula. » Tommy ajouta. « Je suis assistant médical. Je dirige des cliniques mobiles dans les zones rurales du Montana. » Un par un, ils se présentèrent, internistes, ambulanciers, pharmaciens, thérapeutes, spécialistes de l'équipement, administrateurs d'hôpital et enfin Jax, Dr Jackson Reeves, chirurgien traumatologue. Alice cligna des yeux. « Vous êtes tous des professionnels de santé ? » « Oui, madame. » répondit Jax. « Nous avons lancé un programme les Hells Angels dans le domaine médical. Nous organisons des cliniques gratuites, des collectes de jouets, des services de santé mobile. Nous apportons des soins à ceux qui n'y ont pas accès. » Danny ajouta. « Nous venions de terminer une clinique de 3 jours quand la tempête a frappé. » Alice secoua la tête, bouleversée. « Alors je sauvais des médecins, vous sauviez 9 personnes qui passent leur vie à en sauver d'autres, » dit doucement Danny. « Et qui étaient impuissantes au moment où elles avaient le plus besoin d'aide. » La voix de Tommy trembla. « Il y a autre chose. » Il sortit de son portefeuille une vieille photo pliée et une cantine scolaire, une femme en blouse blanche servant des enfants, une Alice plus jeune. « C'est moi, » murmura-t-elle. « Jefferson Elementary, » dit Tommy. Denver, 1983. J'étais en CE1. Ma famille n'avait rien. Certains jours, le déjeuner était mon seul repas. Mais il y avait une employée de cantine qui me donnait toujours un peu plus, qui connaissait mon nom, qui me faisait sentir que j'avais de la valeur. Sa voix se brisa. Mademoiselle Alice, les yeux d'Alice se remplirent de larmes. Tu m'appelais Mademoiselle Alice ? Oui, répondit Tommy. Les larmes coulant, vous avez probablement servi des milliers d'enfants en 35 ans, dit-il, mais vous m'avez sauvé la vie, Mademoiselle Alice. J'ai obtenu mon diplôme parce que je ne mourrais pas de faim. J'ai fait des études, je suis devenu assistant médical, et aujourd'hui j'aide des communautés comme celle d'où je viens. Il s'agenouilla devant elle. Il y a 40 ans, vous avez nourri un enfant affamé. La nuit dernière, cette même femme m'a sauvé à nouveau. Alice sanglota, prenant son visage entre ses mains. Petit Tommy Wilson, murmura-t-elle. Tu étais si petit, si timide. Je m'étais dit, celui-là a besoin d'un peu plus d'amour. Et vous me l'avez donné, répondit Tommy. À un enfant que vous ne connaissiez pas, juste parce que c'était la bonne chose à faire. Tu t'es souvenu de moi, dit Alice. Je vous cherche depuis 20 ans,
avoua Tommy. Vous aviez quitté Jefferson Elementary, je ne pouvais pas vous retrouver. Je voulais vous remercier. Ces gars m'ont entendu parler de l'ange de la cantine pendant des années. Danny prit la parole. La nuit dernière, Tommy a vu une vieille photo, Alice et Jerome Brooks, 1983. Il vous a reconnu et s'est mis à pleurer. Je croyais halluciner, dit Tommy. Mais ensuite j'ai vu davantage votre travail bénévole, votre vie à aider les autres. C'était vraiment vous. La pièce tomba dans le silence, tout le monde pleurait. Jax finit par parler. Madame Brooks, nous ne pourrons jamais rembourser ce que vous avez fait hier comme aujourd'hui, mais nous allons essayer. Il posa un dossier sur la table. D'abord soins médicaux. Couverture complète à vie. Médicaments, dentaires, optique, vous ne partagerez plus jamais une pilule. Ensuite votre maison. Rénovation complète, nouveau toit, fenêtres, chauffage, plomberie. Sur et chaude d'ici un mois. Troisièmement, sécurité financière. Un fonds d'urgence de 50 000 $ pour que vous n'ayez plus jamais à choisir entre vous chauffer et manger. Alice essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Tommy ajouta, vous avez nourri des enfants pendant 35 ans. Maintenant, nous voulons vous aider à nourrir une communauté. Il lui montra son téléphone, une clinique médicale mobile permanente à Bent Creek, soins gratuits, 2 fois par mois, gérée par nous. Danny sourit, nous l'appelons l'initiative de santé communautaire Alice Brooks, et nous voulons que vous la dirigiez, dit Ri. Chargé de liaison communautaire, 2 000 $ par mois, Alice secoua la tête, c'est trop. Vous le méritez, dit fermement Jax, vous avez sauvé 9 hommes. Vous avez nourri des enfants pendant des décennies. Vous avez été un ange gardien toute votre vie. Laissez-nous être les vôtres, maintenant, laissez-nous transformer votre bonté en quelque chose qui aidera des milliers de personnes, ajouta Tommy. Alice regarda les 9 visages des bikers, des médecins, des soignants qu'il avait retrouvés. Si je dis oui, et que cela aide ne serait-ce qu'une personne à ne pas choisir entre médicaments et nourriture, alors ça en vaudra la peine, termina Tommy. Oui, murmura Alice. La pièce éclata en acclamations. Ri sortit une blouse blanche brodée Alice Brooks, chargée de liaison communautaire. Ils l'aidèrent à l'enfiler. Elle se tint debout, 68 ans, entourée des Hells Angels en liesse. Bienvenue dans l'équipe, mademoiselle Alice, dit Tommy. Ils prirent une photo aux 9 bikers en cuir, Alice en blouse blanche, rayonnante à travers ses larmes. Danny regarda l'image. La gardienne et ses anges. Alice rit. Je crois que c'est moi qui ai des anges. Non, madame, dit doucement Jax. C'est vous, l'ange. Dehors, le soleil brillait, la tempête était passée. Alice Brooks, autrefois une grand-mère en difficulté, était devenue une héroïne, une femme qui avait sauvé 9 vies 2 fois. Et le cœur d'un mouvement qui en sauverait des milliers d'autres. Tout cela parce qu'elle s'était arrêtée sur une route sombre quand d'autres passaient sans s'arrêter, parce qu'elle avait nourri un enfant affamé il y a 40 ans, parce que la gentillesse ne meurt jamais, elle attend simplement de revenir. 3 mois plus tard, la fondation. 2 semaines plus tard, la reconstruction commença. Ouvriers et bénévoles refirent la maison d'Alice, nouveau toit, fenêtres. Chauffage, isolation. Quand tout fut terminé, elle toucha chaque mur, les larmes aux yeux. Jérôme, murmura-t-elle, nous avons enfin un vrai foyer. Coût, 0 $, mois 2 la clinique. La clinique mobile arriva, un camping-car transformé, avec le logo des Hells Angels d'un côté et une croix rouge de l'autre. La nouvelle se répandit vite. Alice appela les voisins, frappa aux portes, soins gratuits. Aucun jugement, 52 personnes vinrent le premier jour, contrôle de tension, dépistage du diabète, nouvelles ordonnances, examen de la vue. Madame Harris obtint le renouvellement de ses médicaments, Monsieur Turner reçut de l'insuline gratuite, la petite Emma Mitchell eut enfin des lunettes. Les journalistes filmèrent la scène. Alice leur dit. Il y a 40 ans, quelqu'un a nourri un enfant affamé. Le mois dernier, cet enfant m'a sauvé. Aujourd'hui, nous sauvons toute une communauté. Voilà comment grandit la gentillesse. Les dons affluèrent à 340 000 $ en une semaine. 4 autres villes du Montana demandèrent à avoir leur propre clinique. Mois 3, l'effet d'onde, le changement était visible partout. Des voisins comme Harold Harris, autrefois oubliés, recevaient à nouveau des soins. La gentillesse avait bouclé la boucle et Alice Brooks en était le cœur. La clinique détecta la maladie d'Harold et lui fournit des médicaments gratuits. 2 mois plus tard, son taux de sucre était redevenu normal. Tu as sauvé ces motards, lui dit Harold à l'église. Ils m'ont sauvé à leur tour. Maintenant, je fais du bénévolat, je transmets. Sarah Mitchell, une mère célibataire, amena ses 3 enfants. Sa plus jeune souffrait d'une anémie sévère, toujours fatiguée, en échec scolaire. Tommy organisa un traitement gratuit à l'hôpital Saint-Patrick. En quelques semaines, elle allait beaucoup mieux. Sarah commença à aider Alice à planifier les rendez-vous et à contacter les familles dans le besoin.
Les Turner, des fermiers âgés croulant sous les dettes médicales, s'apprêtaient à vendre leurs terres. Les soins gratuits de la clinique leur firent économiser 850 $ par mois et ils purent garder leur ferme et donnèrent 5 acres pour construire un bâtiment permanent. La première pierre devait être posée au printemps. Bientôt, Bent Creek elle-même commença à changer. Les gens cessèrent de partir chercher des soins ailleurs. Des familles s'installèrent, les commerces locaux, le salon de coiffure Johnson S., la quincaillerie Anderson, le restaurant Moores Dîner devinrent sponsors, un tableau Pay It Forward apparut dans la clinique, tonte gratuite pour les seniors, garde d'enfants pendant les rendez-vous, trajet à la pharmacie. La gentillesse engendrait la gentillesse.